comme les autres étapes, ces deux chapitres sont étroitement liés, distribution et diffusion interagissant jusqu'à l'action de la substance sur les cibles. Lors de la distribution, les médicaments absorbés par voie digestive ou ayant pénétré directement dans le compartiment extracellulaire, par voie parentérale par exemple, suivent les liquides organiques, plasma et liquide interstitiel. Ils sont ainsi distribués et se répartissent dans tout l'organisme. Les caractéristiques physico-chimiques du médicament conditionnent son affinité pour les différents tissus, mais aussi d'autres facteurs que nous verrons par la suite vont influencer cette phase. La diffusion est en étroite corrélation avec la précédente. Elle se fait de l'espace extracellulaire, volume plasmatique et volume interstitiel, dans le volume intracellulaire. Pour diffuser, les médicaments doivent passer les membranes tissulaires des tissus cibles comme celles des organes voisins. Lors de la distribution, la vitesse d'absorption influence la concentration sérique, c'est-à-dire la concentration dans le sérum ou le sang. Ce paramètre permet de déterminer la biodisponibilité, c'est-à-dire la fraction de médicaments administrés qui atteint la circulation générale par unité de temps, ou encore le pourcentage de substances disponibles dans le sang sous forme inchangée en un temps donné. Moralité: plus vite le médicament est absorbé, ou plus la quantité administrée est grande, plus sa concentration et sa diffusion dans le milieu augmentent, et plus grande est donc sa biodisponibilité. En pharmacologie clinique sont décrites d'autres notions qui découlent de la concentration sérique et structurent la pharmacodynamie. La mesure de la concentration sérique est une analyse que l'on peut mesurer via une prise de sang. Elle permet de déterminer la dose thérapeutique d'une substance, c'est-à-dire la concentration idéale chez un sujet pour un effet optimum, la dose toxique, trop forte, qui provoque des effets délétères. Cette notion est souvent théorique, car elle décrit la dose qui peut entraîner l'apparition de signes de toxicité chez l'adulte sain. Au mieux, elle découle de l'expérience clinique, mais peut être extrapolée à partir des doses maximales. Dans de nombreux cas, elle est inconnue. La dose létale, susceptible de provoquer la mort, connaît les mêmes remarques relatives à la zone toxique. L'index thérapeutique est le rapport de deux quantités, la dose létale 50, DL 50, sur la quantité d'une substance créant la mort chez 50% des individus, et de la dose efficace 50, DE 50, soit la dose produisant les effets désirés chez 50% des individus. Nous calculons l'index thérapeutique de cette façon, IT égale DL50 sur DE50. Plus un index thérapeutique est petit, moins il y a de différence entre la dose susceptible de provoquer un effet thérapeutique et celle créant possiblement la mort. Plus une substance a un index thérapeutique bas, plus elle est donc dangereuse. Le rapport le plus haut est un des garants de la sécurité médicamenteuse. Distribution et diffusion étant intimement liées, car s'influençant l'un l'autre, elles sont souvent abordées conjointement dans bien des références. Pourquoi? Consécutivement à l'absorption du site d'administration vers le sang, compte tenu de sa composition, érythrocytes, leucocytes et thrombocytes, plasma, le médicament soit se dissout dans le plasma, en circulant librement dans le sang, ou se fixe en partie sur les protéines plasmatiques, qui sont contenues dans le plasma et qui sont synthétisées par le foie. Ces deux différences influencent sa diffusion.
Le principe actif se trouve donc sous deux formes dans le sang. La forme ou fraction liée ou ionisée, c'est une forme de stockage temporaire et réversible. La substance est chimiquement liée à des éléments dissous dans le sang, principalement à l'albumine. La forme ou fraction libre ou non ionisée ou non liée. Cette forme est capable de diffuser dans les tissus pour exercer son activité thérapeutique en circulant librement dans le sang. Cette forme de la substance est donc la seule qui soit active au niveau pharmacologique. La proportion entre l'une et l'autre de ces formes dépend des propriétés des substances, soit le pKa par exemple, qui détermine la forme non ionisée ou libre d'un médicament. Cette forme est absorbée plus facilement par les cellules de l'organisme, les deux fractions étant spécifiques au type de substance, mais aussi du milieu et donc de certaines caractéristiques du patient. Son homéostasie acido-basique et électrolytique, par exemple. La distribution se fait en grande partie via l'espace extracellulaire, le volume plasmatique et le volume interstitiel. Le volume cellulaire influence aussi la distribution, car il y a un équilibre du gradient intra-extracellulaire de la substance durant toutes les phases cinétiques. Distribution et diffusion sont donc intimement liées, car pour diffuser vers les tissus cibles, les médicaments, une fois absorbés via les vaisseaux veineux ou directement injectés dans la voie sanguine, circulent dans l'organisme. Ils circulent dans le sang vers les milieux organiques pour diffuser vers les tissus cibles. Les caractéristiques des capillaires jouent un rôle dans la diffusion vers les tissus cibles. Les artères servent principalement au transport, artères élastiques et les musculeuses ainsi que les intermédiaires par exemple. Dans certains tissus, foie, muscles et peau, la paroi vasculaire est composée de capillaires discontinus qui contiennent de minuscules orifices permettant une diffusion aisée du médicament. À l'opposé, dans d'autres organes, cerveau et moelle principalement, la paroi vasculaire est composée de capillaires continus, difficilement franchissables et qui forment ainsi dans le cerveau ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique renforcée par le tissu méningé. Quel punch! La diffusion tissulaire est le passage de la substance active du milieu extracellulaire via les liquides circulant dans le corps, comme le plasma et la lymphe, dans les divers tissus de l'organisme. Les mécanismes du passage transmembranaire du médicament sont identiques à ceux de l'absorption digestive. La diffusion tissulaire est donc dépendante du débit sanguin tissulaire, très élevé pour le foie et le rein, moindrement pour l'os et la peau, de la fixation protéique, sanguine et tissulaire, la forme déterminant sa diffusion vers les tissus cibles, des caractéristiques physico-chimiques du médicament, liposoluble ou hydrosoluble, ceci déterminant l'affinité du médicament pour les tissus cibles, mais aussi pour les autres où il va se fixer ou restera stocké, des capacités du médicament à franchir les parois vasculaires et cellulaires, taille et concentration. Pour résumer, distribution et diffusion sont les passages post-absorption de la substance jusque vers les cellules cibles où les médicaments vont produire leur effet, action que nous allons décrire dans l'étape suivante.
Après l'absorption, les distributions et diffusions d'une substance s'effectuent par le biais des liquides corporels et des interstices organiques consacrés, des capillaires sanguins et lymphatiques, ou de la membrane cellulaire de la cellule cible. Pour comprendre ces mouvements, on peut se représenter la composition du corps au niveau hydrique par ce schéma. Il représente l'équilibre hydrique et ses compartiments de manière virtuelle. L'espace dans lequel est distribuée toute substance thérapeutique après son absorption au niveau digestif est constitué d'un milieu organique susceptible de varier dans des proportions moindres. Ce milieu divisé en compartiments est composé d'eau et d'éléments dissous ou en suspension. Les facteurs qui influencent cette répartition ont une influence sur la distribution du médicament.